J'ai reçu de M. Jean-Luc Mélenchon et des membres du groupe La France Insoumise une motion de renvoi en commission déposée en application de l'article 91, alinéa 6 du règlement. Et la parole est à Mme Sabine Rubin. S'il vous plaît. Merci. Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues, avant de commencer mon propos, j'adresse tout mon soutien aux représentants des personnels universitaires, aux étudiants et lycéens venus de toute la France ce matin même devant l'Assemblée nationale. Je ne pense pas qu'ils ont traversé le pays pour simplement protester. Ils étaient, Madame la Ministre, chers collègues, pour que vous puissiez les entendre et pas seulement les écouter. J'aimerais maintenant introduire mon exposé par une anecdote personnelle. Les difficultés que vivent les acteurs du monde universitaire, ce n'est pas d'abord dans des rapports chiffrés que je les ai rencontrés. Elles se sont présentées à moi peu de temps après ma prise de fonction. Lors de ma première permanence, un étudiant est venu me voir. Titulaire d'un BTS, il s'est vu refuser pour la 2e année consécutive l'accès à l'université pour poursuivre ses études. Ce constat d'injustice, nous le partageons tous ici. Ce renvoi en commission nous offre donc à notre groupe une merveilleuse occasion de reprendre un débat de fond, trop souvent absent de cette Assemblée. Un débat sur les diagnostics et les motifs qui prévalent au projet de loi soumis à notre examen, un temps pour développer les raisons de nos oppositions à la logique de vos projets, au-delà de tout procès d'intention. Je me réjouis donc de ce renvoi et propose ici d'esquisser les axes de ce futur échange. Mais avant de rentrer dans le contenu de cette loi, permettez-moi, Madame la Ministre, chers collègues, un préalable qu'il me tient à cœur de partager à nouveau avec vous en l'approfondissant. Comprenez que notre opposition n'est pas, comme on aime à le faire croire, systématique ou partisane. C'est une opposition de fond. N'en ayons pas peur, toute démocratie ressort grandie d'un débat libre, contradictoire et argumenté. Néanmoins, il s'agit là d'un sujet suffisamment grave, l'avenir de la jeunesse, pour que nous puissions dépasser les clivages habituels. Pourquoi divergeons-nous alors? Nous défendons un projet de société au service de tous les êtres humains, auquel aucun d'entre nous ne peut être indifférent. Et bien sûr, nous n'avons pas en la matière le monopole du cœur. Ce projet est fondé sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité qu'exprime notre devise républicaine et que vous partagez, j'en suis sûre. Mais du mot à la chose, d'une devise abstraite à sa traduction concrète, il y a un abîme où beaucoup trébuchent. Ainsi, trouvez-vous notre société fraternelle alors qu'on ne cesse de parler de compétition? Peut-on encore parler d'égalité quand on organise la sélection? C'est cette réaffirmation de nos valeurs républicaines qui servira de fil rouge à la contestation de mon groupe sur ce projet de loi. Pour rappel, cette loi pour l'orientation et la réussite des étudiants s'occupe d'une part des modalités d'accès à l'université, d'autre part, d'offrir de nouvelles conditions à la vie étudiante. Comme évoqué en commission, seul le titre de cette loi nous convient. Comment, en effet, ne pas adhérer à la nécessité d'aider la jeunesse à s'orienter, d'autant que le monde est dans une totale désorientation? Comment ne pas souscrire à l'idée de la réussite de tous les étudiants, précisant que pour la circonstance, la réussite dont nous parlons est celle d'obtenir un diplôme, sanctionnant certaines connaissances, des savoirs et des aptitudes. Mais le titre consensuel de cette loi ne saurait nous abuser sur son contenu auquel nous disons non, 3 fois non. Non à l'interprétation des constats qui la motivent et donc au remède que vous proposez. Non à sa faisabilité au regard des moyens alloués. Non au projet de société et des valeurs qu'elle sous-tend. Voyons plus précisément ces premiers points. Le premier point. Premier constat, l'augmentation de 40 000 étudiants par an sur 3 ans. Cette année, elle a nécessité la mise en place de l'injuste tirage au sort dans les filières en tension et a laissé sur le carreau plus de 3 000 lycéens. Difficile de nier ce constat.
Mais quand il tombe sous le sens commun que pour éviter le tirage au sort, il suffit d'augmenter le nombre de places, vous préférez opérer une sélection sur dossier. 5 minutes. Sur dossier. Deuxième constat, 60% des jeunes inscrits en première année de licence ne poursuivent pas en seconde année dans la filière choisie. C'est acté. Face à ce constat que vous interprétez comme un échec, vous orchestrez un tri, même dans les filières sans tension, c'est-à-dire que vous conditionnez l'inscription à l'acceptation pour certains bacheliers de modules de remise à niveau. Un oui pour les uns, un oui mais pour les autres, en fonction de prérequis jugés sur la base des mentions du bac, des bulletins de notes, des avis de professeurs principaux, etc., etc. Pour être tout à fait honnête, ce oui mais se pratique déjà dans les faits. Des universités disent non, des fois, à des dossiers qui reçoivent un oui par ailleurs. La loi, la loi n'invente donc rien. Elle aggrave la sélection, elle l'installe partout et surtout, elle la sanctuarise, rayant d'un trait ces phrases inscrites dans le Code de l'éducation. Tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix et les dispositions relatives à la répartition entre les établissements et les formations excluent toute sélection. La messe est dite. Voilà. Et maintenant que l'on peut appeler un chat, voyons en quoi la sélection n'est pas la bonne solution pour la dite réussite. D'abord, elle est fondée sur une interprétation peu rigoureuse de statistiques par ailleurs incomplètes. En effet, sur les 60% d'étudiants en L1 qui ne s'inscrivent pas en L2, 24% redoublent, 11% se réorientent après avoir exploité cette première année pour préparer des concours, par exemple. Seuls 25% abandonnent ou sortent définitivement. C'est déjà trop, me direz-vous. Mais ces chiffres, constants depuis 1960, sont également loin d'être synonymes d'échec. Pour la plupart des étudiants, cette première année de licence, parce qu'elle est ouverte à tous, leur permet une sorte d'auto-orientation, un ajustement par l'expérience et non par la sélection a priori. Enfin, il est bien de rappeler que 80% des étudiants de l'université française sortent avec un diplôme quand la moyenne de l'OCDE est de 70%. Deuxièmement, la sélection n'empêche pas l'abandon. Dans les filières sélectives, on compte par exemple 10% de sorties en BTS et 15% en IUT, 22% en classe préparatoire et 37% dans les grandes écoles. Tertio, produire des licences modulables, certaines avec des cours de remise à niveau, des stages ou des cours en ligne, d'autres avec les unités d'enseignement classiques de la filière, cela revient à organiser des licences à plusieurs vitesses. Et pour ceux qui souhaitent prolonger leurs études, c'est les préparer à l'exclusion des masters désormais sélectifs. Bref, la sélection, dès l'entrée à l'université et sur la base d'un parcours scolaire déjà lui-même sélectif, est un organise un tri entre l'excellence et la seconde zone. Université d'excellence avec licence plus master d'excellence, contre université déclassée avec diplôme déclassé. Une remarque, Madame la Ministre, chers collègues, pour les personnes qui prônent la liberté individuelle, la liberté de choix, cette manière de canaliser des jeunes dans des parcours prédéterminés, quasi préconstruits, est surprenante. Quelle liberté de choix, quelle égalité de chance quand les enfants sont placés sur les rails du déterminisme social. Car tout le monde le sait bien ici, la sélection à l'université ne fait que prolonger et conforter une discrimination sociale déjà existante dans l'enseignement primaire puis secondaire. L'école échoue en effet à rompre avec les déterminismes socio-économiques et culturels. Et il me semble important de préciser que c'est le système scolaire qui échoue, non les jeunes ou les enseignants. Quelques chiffres pour illustrer ce constat. En bout de course, 12,7% d'enfants d'ouvriers étudient en licence et à peine 6% atteignent le doctorat. Certes, cela ne date pas d'aujourd'hui, mais cette loi va relayer, conforter, voire amplifier cette discrimination sociale dans l'enseignement supérieur. Je dirais même plus, elle grave cet état de fait dans le marbre. Car ce qui est certain, c'est que ce sont les lycéens des classes populaires qui, une fois de plus, vont être touchés. Provenant de lycées peu prestigieux, ils vont être les premiers à subir le non dans les filières sélectives, ne disposant pas d'un environnement familial ou personnel, sachant construire le dossier adapté aux attendus des universités.
Ils seront encore les premiers à voir leur dossier tamponné d'un oui mais dans les filières non sélectives, entrant dans une sorte de cursus low cost. Et que dire quand il y aura un bac par lycée, comme le prépare la réforme du baccalauréat? Aussi, nous sommes persuadés que, loin de remettre à niveau, ces dispositifs d'accompagnement risquent de décourager plus d'un lycéen. Pour ceux qui sont contraints de travailler pour assurer leur quotidien, ces parcours personnalisés ont de fortes chances de les conduire vers une licence en 4 ou 5 ans. À raison de 10 000 € le coût d'une année universitaire pour l'étudiant, les plus défavorisés seront forcément enclins, si ce n'est obligés, de s'arrêter en licence. Voilà pour la sélection qui n'ose jamais dire son nom. Quant aux articles concernant le basculement de la sécurité sociale étudiante vers un régime général, puis la mise en œuvre de la contribution sociale étudiante, ils suscitent en nous plusieurs réflexions, une positive et 3 interrogations. Nous sommes favorables au fait que les étudiants de moins de 20 ans puissent disposer d'un régime de sécurité sociale autonome de celui de leurs parents. Nous sommes conscients que cette autonomie administrative permet une émancipation de la tutelle parentale. En revanche, nous doutons que cette mesure, couplée à celle de la contribution sociale étudiante, produise pour tous l'effet annoncé de gain de pouvoir d'achat. Pour rappel, les étudiants de moins de 20 ans n'avaient déjà pas à cotiser au régime général de la sécurité sociale. Quant aux doctorants, souvent salariés, ils sont déjà pris en charge par le régime général. Par conséquent, alors que ces jeunes étaient exonérés, ils auront maintenant à payer cette fameuse contribution. Quid du gain de pouvoir d'achat pour ces étudiants? Par ailleurs, nous restons circonspects quant à la qualité des actions de prévention qui seront mises en place par le régime général. À ce jour, rien ne nous garantit la mise en place de cette expertise qu'avaient acquise les mutuelles étudiantes. De la même manière, nous resterons vigilants sur la reprise totale des personnels qui géraient le régime étudiant, n'ayant à ce jour non plus de certitude que vos engagements en la matière. Enfin, nous restons perplexes quant à la différence de prix de la contribution sociale entre les licences, les masters et les doctorats. Pourquoi respectivement 60, 120 puis 150 €? Quelle comptabilité compliquée derrière cette mesure? Quoi qu'il en soit, il nous semble que ce serait à l'État de financer la mise en place d'actions dédiées aux activités sportives et culturelles, un État comme véritable garant d'une égalité d'accès à l'ensemble des services publics au sein de l'université. Madame la ministre, chers collègues, pour clore ce premier axe de mon exposé, je voudrais vous assurer avoir bien compris que tout le monde aura une place au chaud à l'université. Du moins, je l'espère, car j'apprends ce matin même que l'Université de Picardie réduit son offre de formation de 25%, Paris 8 acte la perte de postes et de moyens, celle de Toulouse aussi, la liste s'allonge chaque jour. Mais j'ai également bien compris que tous les jeunes, dans leur diversité, comme vous le dites vous-même, n'auront pas accès à la formation de leur choix. Ceux qui en seront exclus ou découragés dans leur poursuite d'études, ce seront les jeunes issus des classes populaires. Quant à l'année sabbatique qui leur est proposée dans cette loi, ce sera là encore à géométrie variable, avec néanmoins une constante, pas pour les plus défavorisés. J'en viens maintenant au deuxième non à cette loi, sa faisabilité à moyens quasi constants. Non, je n'ai pas oublié, Madame la Ministre, je n'ai pas oublié ces 15, voire les 20 millions d'euros supplémentaires que vous avez négociés à Bercy pour la mise en place de cette loi. Mais en refaisant le calcul, je me suis rendu compte que cette obole serait tout simplement insuffisante, voire ridicule. Laissez-moi vous en faire la démonstration. Lors de l'étude de la loi de finances, je notais que seuls 194 millions d'euros sur la hausse des 700 millions octroyés étaient destinés à l'enseignement supérieur. J'entendais également que cette hausse allait couvrir le fameux GVT qui a mis au bord de la faillite un bon nombre d'universités. Mais pensez-vous vraiment que ces augmentations vont permettre d'accueillir en masse ces étudiants supplémentaires, permettre d'ouvrir les classes nécessaires et le recrutement d'enseignants en nombre suffisant? Pour ma part, comme pour bon nombre de personnes concernées, nous pensons que c'est insuffisant. Et nous craignons déjà la recette connue d'avance que vous allez appliquer. Des amphithéâtres bondés à la place de TD où justement les enseignants peuvent prendre le temps d'accompagner les étudiants. Des QCM, comme le me signalait dernièrement un étudiant en économie, à la place de dissertation, de commentaires, d'exposés. Ici, pas besoin de remise à niveau. Faire appel à des vacataires payés 30 € de l'heure et parfois rétribués 1 an après la prestation réalisée.
Enfin, dernier ingrédient magique de nos recettes, libérer les énergies. La belle formule. La belle formule. Quand les enseignants titulaires ou pas, vous savez, Madame la Ministre, sont déjà au bord de l'épuisement, il va leur falloir dédier le peu d'heures complémentaires consacrées à la recherche à concevoir des parcours, des MOOC, des modules, analyser les dossiers, rédiger les réponses motivées, suivre leur orientation, etc., etc., etc. Et c'est déjà le cas. Madame la Ministre, chers collègues, quand on prétend à la réussite des jeunes et à l'excellence, tout cela n'est pas raisonnable. Quant à l'orientation, qui figure dans le titre de la loi, à défaut d'y paraître dans son contenu, quels moyens avez-vous prévu de déployer avec votre partenaire, le ministre de l'Éducation nationale? Pour rappel, dans mon département de Seine-Saint-Denis, que je vous évoque souvent, un tiers des CIO ont disparu en 10 ans. L'ONICEP nous a alertés sur ces baisses de moyens humains depuis 2013, alors qu'ils font face à une hausse considérable du nombre d'appels depuis l'annonce de cette réforme. Enfin, pas un mot sur le rôle des conseillers d'orientation psychologues, pourtant incontournables sur ces questions. Il semblerait que vous préfériez fabriquer des solutions avec des bouts de ficelle. Par exemple, 2 semaines consacrées à l'orientation. La belle affaire quand on sait qu'il s'agit d'un processus qui se construit au long cours. Ou encore 2 professeurs principaux, ce qui existe déjà dans les ex-ZEM d'ailleurs, qui rempliront les fiches à venir pour lesquelles, de leur propre aveu, ils n'ont été ni préparés ni formés. Ce n'est pas bien sérieux non plus. Revenons-en maintenant à ce fameux APB, rendu injustement responsable des dysfonctionnements de cette rentrée, car APB, comme vous le rappeliez, fonctionnait bien, tout le monde en est d'accord. En 2015, 93% des premiers vœux exprimés ont été satisfaits par la plateforme. Ce qu'il manque en vérité, ce sont juste des places à adapter aux souhaits des lycéens, et ces souhaits sont facilement prévisibles. En 1996, ils étaient déjà 35 000 candidats pour 700 000 places en STAPS. Mais qu'importe ce constat, en réalité, changer APB par Parcoursup permet de réduire de 24 à 10 la possibilité du nombre de vœux de l'étudiant, tout en supprimant leur hiérarchisation. Fini pour les lycéens les stratégies de classement qui leur ouvraient la perspective d'obtenir au moins une formation au plus proche de leur aspiration. En outre, et aux dernières nouvelles, cette absence de hiérarchie des vœux risque de poser de graves embouteillages dans l'obtention finale d'une formation. Mais espérons que ces problèmes d'algorithme soient réglés selon votre calendrier, Madame la Ministre, pour le 15 janvier prochain. Et à ce propos, je tiens à renouveler mon étonnement. La loi n'est pas encore adoptée, que les enseignants travaillent déjà à sa mise en place. Comment devons-nous interpréter cette précipitation, cette mise en marche forcée? Le débat démocratique ne serait-il que pure formalité? En tout cas, vous en faites ici la preuve. Mais au-delà de ce déni de démocratie, la mise en place précipitée et sans moyens de cette loi organise assurément le cafouillage, l'embrouille, la surcharge de travail pour tous, en même temps que la réussite pour personne. Rien que pour cette seconde raison, il me semblerait plus sage de renvoyer cette loi en commission. Mais nous avons une troisième raison de dire non à cette loi, le projet de société qui l'inspire et qu'elle s'emploie à construire. Pour comprendre cela, je vous propose de prendre un peu de recul et de regarder le processus d'évolution de l'université depuis une 50aine d'années. Et pour cela, 3 citations et un jeu de devinettes. Première citation. À l'insuffisante efficacité interne de l'université, caractérisée par des pourcentages d'échecs évidemment inacceptables, s'ajoute l'insuffisante efficacité de l'ajustement entre le système d'enseignement et la vie active. Deuxième citation. Il est actuellement inquiétant de constater le scepticisme croissant au sujet de nos diplômes universitaires, alors que le prestige des grandes écoles, dont le système repose sur la sélection, non seulement se maintient, mais croît. Troisième citation. Université, pourquoi tant d'échecs? Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes sont laissés sur le bord de la route après avoir passé quelques mois ou quelques années à l'université. Alors que la ministre présente son plan pour la réussite en licence,
le journal L'Étudiant s'est penché sur les causes de l'échec massif à l'université. Et voilà la devinette. De quand datent ces citations? Respectivement de 1968, 1973, 2007. Et pourtant, ces lignes auraient pu être écrites hier, Madame la Ministre, par vous-même. Finalement, depuis 50 ans, les gouvernements font toujours le même constat. L'université est la voiture balai de l'enseignement supérieur. Elle échoue à insérer les diplômés dans la vie professionnelle. Elle génère abandon et échec en premier cycle. Et depuis 50 ans, les mêmes recettes, la sélection, la professionnalisation, l'adéquationnisme. Cette interprétation des faits et les remèdes associés, qui découlent d'une vision libérale de la société, permettent en vérité de justifier des réformes qui désengagent progressivement l'État. Et cela s'est concrétisé en 2 temps. D'abord, la mise en place de l'autonomie des universités et de leur régionalisation, puis, dans un mouvement apparemment contradictoire, le regroupement autour de pôles d'excellence. Une constante, néanmoins, dans ce processus libéralisant, l'entrée progressive du grand capital dans le monde universitaire. Eh oui, il faut appeler un chat un chat. Ainsi, du désir d'autogestion de 68 à l'autonomie promise par la loi Edgar Faure, de l'autonomie pédagogique à l'autonomie de gestion, les rêves de liberté ont pavé la voie à la compétition généralisée. Et tandis que le démembrement du cadre national ne cesse d'être accéléré, la loi LRU et le financement par projet incitent les établissements à se constituer à vitesse grand V en pôle d'excellence. La compétition de tous contre tout, à l'échelle internationale, entre pays européens, entre régions, entre universités, entre filières et finalement entre les étudiants entre eux, voilà le projet de société qui sous-tend cette réforme. Voilà ce qui nous mène tout droit dans le mur. Nous sommes, nous aussi, pour l'excellence, mais pour tous. Nous sommes, nous aussi, favorables à l'autonomie, mais celle qui garantit à l'étudiant, par le biais d'une allocation, de s'émanciper des contraintes familiales et financières. Voilà ce qui nous distingue. L'université ne doit plus reproduire les inégalités existantes. Elle doit permettre à chacun de s'épanouir en réalisant la voie la plus conforme à ses aspirations. C'est ça le chemin progressiste du XXIe siècle. Et c'est tout le sens des amendements que nous avons déposés en séance, comme par exemple celui qui ne conditionne pas l'entrée dans le supérieur à une remise à niveau. Pour nous, seul le résultat à l'examen sanctionne la pertinence du choix de l'élève. Celui encore, par exemple, qui permet à tous, notamment aux boursiers, de pouvoir prendre, comme tous les autres, une année hors université pour mener à bien un projet professionnel ou citoyen. C'est aussi le sens du projet chiffré que nous portons pour l'université. Gratuité totale de l'université. Recrutement de 5000 enseignants avec titularisation des précaires. Augmentation du budget jusqu'à atteindre 2% du PIB et allocation d'autonomie de 800 € pour les 18-25 ans sous condition de revenus. Je finirai en citant un extrait du plan d'éducation de Lepelletier de Saint-Fargeau. Entre citoyens égaux, ça ne m'étonne pas de vous, c'est très violent. Entre citoyens égaux d'une même République, il faut que ces divers avantages de l'éducation soient répartis à tous, car, on a beau dire, ces nuances, lorsqu'elles existent, créent d'incalculables différences et établissent de trop réelles inégalités entre les hommes. Diminuer les nécessités de l'indigence, diminuer le superflu de la richesse, c'est un but auquel doivent tendre toutes nos institutions. Ce noble républicain ne s'adressait pas seulement aux contemporains de ce XVIIIe siècle finissant. Il parlait à toutes les lumières de tous les siècles, à toutes les forces de progrès qui ne renoncent pas. Et comme Sisyphe, inlassablement, nous continuerons chaque jour à réaliser ces valeurs. Parfois oubliées dans les méandres de l'histoire, celles-ci n'en constituent pas moins le repère de notre projet politique pour l'avenir. Je vous remercie.
Merci, madame la députée.